Fouad El-Khoury est considéré comme un des photographes majeurs du monde arabe. Je l'ai rencontré il y a plus de 20 ans et nous avons édité des livres ensemble. Ce qui m'intéresse le plus dans son travail, c'est sa manière si singulière de sillonner le monde pour photographier l'inconnu, la vie et la condition humaine. Ces dernières années, Fouad vit au Liban. Pour diverses raisons, il ne souhaite pas commencer le film au Liban. Donc, je lui ai demandé de nous retrouver à Paris, où se trouvent ses archives, pour nous raconter son parcours. Bonjour. C'est pas évident de revoir ces photos si longtemps après. Ça remue beaucoup de choses. C'est comme un voyage dans le temps. J'ai fait du café pour un régiment. Salut, cher ami. Oui, comment tu vas? Oui, c'est bon. Ils ont enlevé les pompes. Les godasses de moteur. Mais je croyais que tu faisais plus de moto. J'ai ressorti le scooter. Je l'avais laissé au garage, puis là, je l'ai repris ce matin. Alors, comment ça va? Qu'est-ce que c'est, ce manteau? C'est quoi? C'est quelque chose qui a été peint? Tu sais, je ne me souviens pas. Je l'ai trouvé aujourd'hui dans l'armoire et je me suis dit pourquoi pas le mettre. Il est très beau. Bon, finalement, pendant des années, tu m'as gonflé en me disant que le Liban, c'était nul. Que quoi? Le Liban, c'était nul. Quand j'y habitais, tu me disais, le Liban, je déteste ça. Et maintenant, t'es planqué dans les montagnes et tu passes plus à Paris. Ouais. Mais c'est vraiment très beau. Et tu vis vraiment seul ou t'es... Ah, je vis seul. Il y a un chien qui est venu et je l'ai adopté. Je l'ai appelé Turtle, mais je crois que ça lui a pas du tout plu. Donc je lui ai changé son nom au bout de 3 jours. Je l'ai appelé Tiger. Là, ça va. Mais depuis l'explosion, j'ai dû passer, 1000 soirées, 2000 soirées, tout seul. Tout seul. Tous les soirs. Oui, enfin, c'est même une expérience métaphysique, je veux dire, t'es même plus dans un truc... Mais tu dis que c'est à partir d'explosion... Quand j'ai perdu la maison. Oui, c'est ça. Je vais te dire, j'ai eu une vie difficile, très difficile. Et probablement parce que je l'ai choisie. Et surtout, j'ai eu une enfance privilégiée. Tu penses que quand on te donne une enfance privilégiée, tu es enrobé d'un voile protecteur, mais en fait, c'est un énorme mensonge. J'arrivais plus, tu vois, ni à croire ce qu'on me disait à l'école, ni à croire ce que me disaient mes parents. Dieu, quel canular. Le paradis, l'enfer. J'avais une colère en moi énorme. Et dès que je sortais de la maison, là, ça se muait en rage. J'étais toujours contre, jamais avec. C'est très simple.
Et donc, il fallait que cette rage-là, elle sorte. Il fallait qu'elle s'exprime. Comment elle allait s'exprimer? J'avais que l'appareil photo. Tu peux pas me montrer quelques photos? Oui, je vais te montrer les premières photos. Les premières que t'as faites enfant? Oui. Comme je suis maniaque du classement, je trouve tout très vite. Ah, voilà. La photo. 1966. Regarde, c'est écrit 66. En plus, elle est vachement belle. Fais voir. C'est mon frère et ma sœur. Ta sœur qui a l'air fâchée contre ton frère. Tu leur as montré? Non. Attends, regarde, je suis maniaque, je vais les ranger, tu me permets? Ça, c'est la série Civil War, guerre civile. C'était pas une série quand j'ai fait ces photos. C'était entre 1979 et 1982. Je n'avais aucune idée que j'allais devenir photographe. Donc là, je faisais un peu des photos au hasard. C'était une période de guerre. Et je pensais que si je restais à la maison à me terrer, à avoir peur, ça serait dramatique. Et donc, je me forçais à sortir pour pouvoir faire au moins une photo que je sentais importante. En fait, sentir, c'est aussi important que voir. Et puis, évidemment, il y a toujours des éléments qui rentrent en compte et qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, là, pour la première fois de ma vie, alors que cette photo, elle a été faite il y a au moins 40 ans, eh bien, c'est la première fois que je vois cet homme. Toujours la même chose, il y a un élément qui m'attire dans un univers où cet élément n'est pas censé être. Je crois que c'est un peu la ligne de ces photos. Je pense qu'on a dû tous descendre dans un abri. Tout d'un coup, je me rappelle même de l'odeur. On ne demandait pas la permission de prendre des photos, ça semblait naturel, spontané. On était tous unis par quelque chose qui était plus fort que nous, qui s'appelait la guerre et qui nous faisait du mal. Donc, entre nous, on se permettait tout. Alors, bien entendu, il y a des moments pendant toute guerre où il y a de la détente, on a envie de sortir parce qu'il n'y a pas de combat, il y a du soleil et qu'on n'en peut plus d'être à la maison. Alors, dans toutes les rédactions, ils étaient persuadés que l'homme à droite était un chrétien et l'homme à gauche un musulman. Or, tous les deux sont du même village et tous les deux sont chrétiens. L'homme à gauche a la tenue du paysan, et l'homme à droite doit être un prêtre. J'avais beau expliquer qu'ils étaient tous deux chrétiens, ça ne changeait rien à leurs idées. En fait, ce n'est pas des miliciens. Un metteur en scène allemand faisait un casting. Et au début, je ne les montrais jamais. Mais après, devant l'attitude des gens qui, quand ils les voyaient, voulaient absolument les publier comme étant des miliciens, je me suis laissé aller à les publier. Ça a commencé à m'amuser à un certain moment parce qu'il n'y avait plus de vrai et de faux. Quelque part, il y avait beaucoup de faux.
Je ne sais pas si c'est facile de prendre des photos pendant la guerre, parce que tout semble incongru, tout semble absurde. En même temps, toutes ces photos de guerre pourraient faire penser à quelqu'un qui est photographe de guerre. Pas du tout. Moi, j'ai jamais été un photographe de guerre. Je déteste ça. Donc, je m'éloignais de ce qui semblait être la chose importante à photographier pour m'éloigner du documentaire et faire en sorte que l'ambiance qu'il y avait autour puisse être captée. Voilà. En fait, je ne suis pas un photographe de guerre, je suis un photographe ou un capteur d'émotions. Pour être franc, c'est quelque chose que j'ai toujours senti chez toi, c'est qu'il y a un désespoir profond sur le monde arabe, tant sur la Palestine que la Syrie, et aujourd'hui Beyrouth. On a l'impression qu'il y a une fatalité. Je crois que, je ne sais pas si c'est un mot arabe, si c'est un mot persan ou un mot turc, j'en sais rien, barzakh. Et barzakh, c'est ce qui est entre la marge et la mort. Parce que le jour où il y a eu l'explosion, si je ne m'étais pas retenu à un barreau, une barre, j'aurais fait une chute de 12 mètres. De 52 à 2020, c'est-à-dire pendant 68 ans, j'ai vécu à 1000 à l'heure. On avait des millions de choses à dire, à faire, on était présomptueux, on voulait se faire une place, on avait tout le temps des projets, des copains, des copines. Tout s'enchaînait. Et là, en un coup, en un jour, je suis devenu un vieillard. C'est une résignation, c'est quoi? Oui, il y a un peu de résignation, et ça m'énerve que tu le dises d'ailleurs. C'est pas beau de se résigner, c'est bien de combattre. Mais il faut beaucoup d'énergie, que je pense que je n'ai plus. Et en même temps, je pense que la vie à la campagne procure une certaine sagesse, oui. Et maintenant, planqué dans les montagnes, qu'est-ce que tu photographies? Ah, je photographie plus l'humain. Dans les archives de Fouad, j'ai trouvé un film que nous avons réalisé ensemble il y a presque 20 ans. Ce film raconte un moment clé de sa vie. Fouad le revoit pour la première fois. Fouad El Khoury est né à Paris en 1952. Son premier travail photographique témoigne de la vie quotidienne au Liban pendant la guerre civile. Il effectue ensuite de nombreux travaux dans la région, notamment en Égypte, dans les territoires occupés et en Turquie. C'était en 82, l'été. Le siège de Beyrouth avait commencé depuis environ un mois. Après un accord politique, les Palestiniens ont dû partir. Moi et mon frère, on a été au QG de Arafat pour lui dire au revoir. Et son porte-parole nous a fait comprendre que c'était dangereux pour nous de rester parce qu'on était chrétiens et que les chrétiens et les forces israéliennes allaient probablement envahir la ville. On est rentré chez nous et la nuit, quelqu'un est venu nous donner des habits de miliciens. On s'est retrouvés le matin au port. Et là, on a été embarqués sur le bateau. Puis Arafat est arrivé sur le bateau. Et donc je faisais des photos, un peu comme on fait des photos de ses parents, de ses amis, de ses enfants. Et à l'arrivée à Athènes, à mon grand étonnement, je me suis retrouvé avec une personne de Sigma qui voulait absolument m'acheter mon reportage. Et moi, j'étais pas du tout dans cet esprit-là. Je débarquais, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'avais quitté Beyrouth, je ne savais pas où aller habiter. J'ai surtout demandé
une carte de séjour, un logement, enfin un salaire. Je me suis toujours demandé pourquoi Arafat m'avait fait venir sur le bateau avec lui. Je pense qu'il avait envie d'avoir quelqu'un qui puisse documenter ce moment, certainement. Et je pense qu'il voulait aussi que ce soit des journalistes arabes. Mais je ne sais pas s'il avait en tête aussi de vouloir quelque part préserver ma vie, puisqu'il savait ma vie en danger. Je n'ai jamais su. J'aime bien ce film. Ça fait toujours plaisir de se voir plus jeune et d'entendre pas trop de conneries. De toute cette série de photos que j'ai faites sur le bateau qui s'appelait Atlantis, j'en retiendrai deux. Une, c'est celle-là, que la plupart des gens retiennent, mais que moi je n'aime pas, mais je la montre. En revanche, il y en a une, voilà. Je trouve que, elle dit tout. Elle est prise de dos. Faire un portrait de dos, c'est plutôt rare. Et rien qu'avec ce bout de tissu, là, kéfié, il est immédiatement reconnaissable. Disons que ce voyage hors de Beyrouth, on peut l'appeler une fuite, et le fait qu'une agence photo soit au rendez-vous à l'arrivée au Pirée, ont fait que j'ai découvert que je pouvais peut-être entrer dans la cour des grands et devenir photographe à part entière. Et je le suis toujours. Ça, c'est des photos de Palestine. J'ai tout fait pour trouver une commande et me rendre dans les territoires palestiniens. C'était comme une nécessité. J'ai juste obéi à quelque chose de plus fort que moi. Je dois dire que j'étais pas du tout neutre dans cette affaire. Il y avait clairement un point de vue de montrer les Palestiniens sous un jour plus clément. Alors je me suis rendu à Jérusalem. J'ai commencé à sillonner les rues. C'est écrit en arabe « Soura nadira li ahali Beit Safafa al-Arab », une photo rare pour les habitants de Beit Safafa, qui était un quartier tout près de Jérusalem, et où on a érigé un fil de fer barbelé pour séparer ceux qui étaient un nouveau pays, Israël, et ceux qui sont restés dans la partie libre de la Palestine. Mais en fait, ça, c'est tout le drame des Palestiniens. Moi, je ne me rendais pas compte qu'ils vivaient dans un tel univers carcéral où tout était bouché, fermé, par des grillages, par des fils de fer barbelés, par des tonneaux. J'ai essayé de traquer cette espèce d'encerclement. Je me baladais, j'avançais comme d'habitude sans vraiment savoir où j'allais. Dès que j'avais une rencontre, elle me prenait par la main, si je puis dire, et puis je la suivais. Quand la photo est bonne, quand elle est forte, quand elle nous incite à nous poser des questions, ça, c'est la photo qui m'intéresse. J'ai toujours l'impression que je vais faire l'image qui va troubler les gens. Il y en a un qui joue et l'autre qui prie. Bon, ça, c'est une photo que j'ai longtemps aimée. J'ai l'impression qu'on pourrait illustrer un roman de William Faulkner avec cette image.
Cette espèce de maison qu'on a plantée là, au milieu de nulle part, et ces oiseaux. Ouais. Je m'étais lancé, en fait, comme un flibustier, armé avec mes 2 appareils photo. J'étais sûr d'arriver à convaincre les gens qu'ils devaient porter un autre regard sur les Palestiniens, grâce à moi. Oui, grâce à moi. Lui, j'ai oublié son nom. Il est adossé sur le mur de sa maison. Et devant lui, il y a une nouvelle colonie qui s'est créée. Et donc, ils ont entouré sa maison de barbelés. Et le barbelé est vraiment à 1 mètre du mur de la maison. Il y a maintenant, quand on voit les journaux télévisés, il y a des bandeaux en bas, souvent. Et puis, il y a des brèves qui passent. Et tous les jours, on peut voir une brève, un Palestinien tué dans les territoires occupés, ou 2, ou 3, ou 4. Voilà, ça passe, c'est devenu normal. Malgré tout, j'ai vu tout ça, j'ai tout photographié, et les photos ne servent à rien. En tout cas, mes photos n'ont servi à rien. Donc c'est une série ratée. J'ai beaucoup de peine à le dire. Au fond, la photo n'a pas le pouvoir que je voulais lui attribuer à l'époque. Et ça, c'est une route qui ne mène nulle part. Ça s'appelle End of the Road, et ça pourrait être le nom de la série, d'ailleurs. J'étais parti avec beaucoup d'espoir et le fait d'avoir rien pu faire m'a beaucoup désenchanté, je dois dire. C'est pas de très bons souvenirs, tout ça. Ça, c'est probablement mon ami Pierre. Ah, te voilà. Hello. Je vais apporter le café. Pour moi, le voyage en Palestine, je l'ai désiré de toutes mes forces. J'étais là avec l'idée que si j'arrivais à enlever du mot palestinien le mot terroriste que les Israéliens aiment bien remplacer ou même accoler, j'aurais réussi. Et puis tu sais, quand tu es engagé pour une cause, tu as l'impression que tu penses que ta vie a un sens. Moi, je partage avec toi cette idée qu'on avait, qui était sans doute exagérément naïve ou volontariste, ou que par notre travail, on pouvait changer les choses. Ça, certainement. Et tu écris dans ton petit livre sur la photographie, à un moment, tu pensais qu'en montrant tes photos des Palestiniens aux Israéliens, tu allais provoquer un tel choc qu'ils allaient dire « mais oui, on a été injuste avec eux et on va changer les choses ». Moi, j'ai une question. À partir du moment où tu dis « ok, en 95, fin des illusions, je ne crois plus à ce qu'on nous promet. Non seulement à ce qu'on nous promet, mais aussi à ma capacité, moi, avec mes photos, à changer le monde. » Ouais. C'est quoi le moteur après? Ben rien, je rentre à Paris et je suis... Et je suis déçu. Et je regarde mes photos, je les trouve nulles. Et je mets la faute... Enfin, le fait que j'ai pas pu changer la vie des gens par rapport aux Palestiniens est de ma faute, parce que mes photos ne sont pas suffisamment fortes.
Toi, à quel moment tu te dis non, il y a pas moyen, j'ai beau écrire des articles, j'ai beau dénoncer, j'ai beau rapporter, je perds l'espoir. Je pense pas qu'il y ait un jour précis. En revanche, il y a des événements, il y a des étapes. Et notamment quand j'étais correspondant à Jérusalem, il y a 2-3 articles, notamment un où j'avais été témoin d'un vrai crime de guerre commis par des soldats israéliens à Gaza, qui ont liquidé un prisonnier devant moi. J'étais rentré fébrile à Jérusalem pour écrire mon article, et je pensais que cet article allait faire scandale, que c'était insensé ce que j'avais vu. Et le lendemain, rien. Bah là, mais dans ta tête, qu'est-ce que tu penses? Bah, tu te dis que le système est quand même sacrément bloqué. Et c'est la réalité. Et tu continues à écrire. Mais je continue à écrire parce que le renoncement est trop douloureux. Se dire que c'est pas parce que ça ne sert à rien ponctuellement que ça ne sert à rien dans l'absolu. Et que peut-être qu'il y a une petite graine qui, à un moment ou à un autre, va germer. J'ai encore cette part d'illusion et de naïveté en moi, et j'espère que je vais la garder jusqu'au bout. Ah, tu l'as encore? Mais bien sûr. Jusqu'au jour d'aujourd'hui? Petite, toute petite. Ah, moi, j'en ai aucune. Je suis pas sûr qu'un article ou une photo va changer le monde. Ça serait même dangereux, d'ailleurs, si c'était le cas. En revanche, tu irrigues un flot qui, à un moment, peut produire des choses. Comme d'habitude, tu as une vision optimiste des choses. Voilà, on va attendre. Et si la photo est bonne, je l'offrirai au réalisateur. Sinon, ben, on la déchirera. C'est trop sombre et pas assez contrasté. Bon, on s'en fout. De toute façon, c'est du théâtre. C'est ce que je pensais. Alors que j'adore cette photo. C'est une des premières que j'ai faites. Et elle s'appelle Giveaway. C'est-à-dire, je sais pas ce que ça veut dire. Giveaway. Laisse le champ. Laisse le champ aux autres, peut-être. Il faut quand même que je vous dise une chose, c'est que j'ai porté mes chaussettes rouges. C'est signe de colère et de rage. Elle ne s'en va pas, cette colère. Il faudrait bien que je la calme un jour. Moi, j'adore cette série. C'est une fiction que j'ai moi-même inventée. Et j'avais donc proposé de faire un projet sur les traces de Maxime Ducamp et de Flaubert, qui, 150 ans plus tôt,
c'est-à-dire 1840, il me semble, avait été passer une année en Égypte. Et je suis parti avec la femme que j'aimais. C'était très excitant. Pour une fois, je n'avais pas utilisé mon appareil pour changer le monde. C'était juste une partie plaisir. Dans notre périple, on passait beaucoup de temps dans le désert et de temps en temps, quand on en avait marre, Nada et moi, de se regarder, on revenait à la ville. Donc c'était des allers-retours constants entre la rive des vivants et la rive des morts. La rive des morts, c'était le désert, la rive des vivants, c'était les villes. La photographie est irréductible, énigmatique et parfaitement mensongère. En déclenchant l'appareil, on fige un mouvement que nul n'aurait pu apercevoir. Quand une photo est réussie, c'est-à-dire conforme à ce qu'on a imaginé, et qu'au-delà de son sens, sa lumière, sa composition, son équilibre, sa technique même, concourent pour être en harmonie, il y a un moment où l'on atteint le sublime. Certaines photos y parviennent, cela apporte une satisfaction profonde, on a l'impression, en se rapprochant de l'intime, d'avoir touché à quelques sommets. Et je ne sais pas pourquoi cette colline m'a inspiré et je voulais que Nada joue le rôle de l'oiseau. Et donc avec sa robe, elle devait voler. Bon, ça n'a pas très bien marché. Et là, elle jouait le rôle, elle jouait la chimère, quelque part. J'ai envie de grimper et d'arriver à sa hauteur. D'ailleurs, je crois qu'elle porte le même manteau que je porte maintenant. Comment il a traversé toutes ces années, je ne sais pas. Surtout qu'entre-temps, on a voyagé des dizaines de fois, on s'est séparés, on s'est retrouvés. Ah, ça, je pense que c'est une chanson. Il y avait des jours où Nada était inspirée, elle prenait des initiatives, des jours où moi j'étais inspiré, mais les jours où tous les deux on était inspirés, c'était de loin les meilleurs. Et donc c'était comme une espèce de roman qu'on construisait à deux, mais ni elle ni moi on ne savait où on allait. Alors il y avait cette femme que Flaubert et Maxime Ducamp ont tour à tour aimée. Elle s'appelait Küçükhanım. Küçükhanım en turc, ça veut dire la petite dame. Et dans les textes de Flaubert, elle était avec sa peau cafetée, ses bijoux, elle était la plus belle. Et donc j'ai tenté avec Nada de refaire une Küçükhanım. Cette photo, je l'ai intitulée Küçükhanım. Voilà, c'est Nada qui rend visite à un dieu, un pharaon, pardon. Il est dans sa maison éternelle. Et il a tout prévu. Le soleil, le petit escalier.
se dire qu'on a passé 1 an et demi à faire exactement les figures qu'on voulait, il y a quelque chose de très agréable à se laisser aller au plaisir. Je n'ai jamais plus fait de travail dans ce sens, mais je suis content d'avoir fait celui-là. Merci, Nada. Voilà, c'est une photo de Zaid. Il a 11 jours. J'étais étendu, en train de lire, et il était à côté de moi. Il est presque plus petit que le livre. En fait, je crois qu'il est plus petit que le livre. Avec sa mère. Ça, c'est mon pied, on était sur le hamac. En fait, je ne sais pas ce qui me poussait à prendre des photos de lui. C'est beaucoup plus tard que j'ai réuni toutes ces images en une série que j'ai fini par appeler Histoire de Z. Ça aussi, c'est beau. Et ça, c'est quand il grimpe dehors. On s'amusait comme des fous. Ah, incroyable. Ça, c'est la naissance de Neil, son frère. Ah, ça, c'est quand ils ont commencé à prendre conscience l'un de l'autre, les deux frères. Et la photo, elle sert aussi à se fabriquer une mémoire. J'aurais tout oublié sinon. Voilà. En fait, c'est moi qui avais envie de te voir. Parce qu'il me parlait de toi pendant longtemps. Non, je dis n'importe quoi. Je suis très intimidé. Toi, tu aimes la photo? Ouais, j'aime beaucoup la photo. Vraiment? Oui. Et tu en fais? J'ai eu un appareil qui était un ancien appareil à papa. Mais c'est des photos numériques? Oui, c'est numérique, mais c'est un vieil appareil de 2005, je pense. Ok. Avec un flash tout petit, on dirait un peu un petit pistolet. Ok. Et qu'est-ce que tu fais des photos? Je fais que des photos de vacances ou de soirées avec. J'aime bien photographier des moments où, pas forcément posés, mais un peu spontanés, des moments que j'aime bien. Et le fait qu'il y ait tellement de photos dans tous les réseaux sociaux, tellement de millions d'images, je me demande si aujourd'hui, j'aurais pu, moi, prendre l'appareil photo de mon père, comme toi, tu as fait toi, et me mettre à faire des photos en essayant d'avoir une écriture propre à moi. Dans ma génération, on devait être 1 millier de photographes en France. La génération d'avant, il devait être une centaine. Et celle d'avant, il devait être une dizaine. Oui. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont un smartphone font des photos. Est-ce que tu crois qu'ils sont photographes, ceux-là? Ceux qui font des photos? Je pense pas. Alors pourquoi ils font des photos? Parce qu'ils aiment ça. J'ai une photo que je trouve jolie, que j'ai prise. C'est la fin du repas. Tous les bols, toutes les choses vides, tout un peu mélangé comme ça. Et moi, je sais pas, je l'ai pris en photo après et je trouve ça joli. C'est drôle, je viens de penser, j'habitais Londres et il y a eu une fête chez moi. Il y avait des bouteilles, il y avait des plats, il y avait des fourchettes, tout était sale, la table était dégueulasse. Et j'ai fait cette même photo que tu viens de décrire.
Je sais pas ce qui nous a attirés. Moi, je pense que c'était un sentiment de désolation qui m'a... C'est vrai? Désolation. Et je voulais savoir, est-ce que tu t'es déjà pris en photo ou pas? Je me suis fait photographier chez les photographes tout le long de ma vie. C'est vrai? Donc j'ai comme ça une collection de photos de moi chez les photographes dans les studios des villes que je traversais. Donc si je les ordonnais, on me verrait Oh, c'est grandir. super. Ouais. Toi, tu n'as pas l'ambition de changer le monde avec tes photos. J'aimerais bien, mais je sais pas si ça passerait à travers mes photos ou pas. Mais tu as l'ambition de changer le monde? Un peu. Ah, quand même. Ben, j'espère que tu y arriveras. Je crois que ça, c'est la première. Tu vois, je porte des t-shirts rayés comme ma mère les aimait. Mais j'ai continué à faire la même chose et à marquer les dates et les lieux. Ça, c'est pas mal. Benares. Alors là, c'est écrit dans une langue que je ne comprends pas. Photo moderne, rue de Paris, République de Djibouti. Et ça, alors, c'est un pays arabe quelconque, Studio Najib. Ça, c'est pas fou. Je sais pas où c'est, ça. Non, ça, c'est moi dans les nuages. Ah! C'est ça. Thessalonique. C'est pas vraiment un portrait, ça. Sevilla, en Espagne. Et ça, les tours, le World Trade Center. Je ne sais même pas qui est cette femme. Moi, avec le tigre. Non, mais ça, c'est quand même dément. Chypre coupé en deux et moi au milieu. Voilà, je suis sûr qu'il y en a encore d'autres, mais bon... On y va quand tu veux. Ok. Aujourd'hui, je suis un peu triste, donc peut-être que je vais pas être très brillant. Je me souviens avoir pris la décision d'aller en Turquie quand j'ai trouvé que les choses étaient devenues trop faciles. J'ai cherché dans ma tête le pays où je pourrais être le plus déstabilisé. Je ne connaissais ni la langue, ni les gens, ni la ville, ni rien. Et donc j'ai commencé à apprendre le turc, ce qui allait me permettre de prendre des autobus et de sillonner le pays. Cette série, je l'ai appelée Sur les routes, On the Road. Je crois que j'ai dû absolument décevoir ceux qui m'ont donné l'argent pour faire des photos. Parce que maintenant que je regarde ces photos que je n'ai pas vues depuis si longtemps, il n'y a que de la solitude. C'est ce que j'ai photographié, mon état à moi. Ça me touche de voir cette photo parce que j'ai l'impression que ce vendeur ambulant qui n'a rien à vendre, c'est mon reflet. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir que je tournais en rond. Je me demandais ce que je faisais. J'avais l'impression de répéter les mêmes images, jour après jour. S'ajoutait presque une douleur physique. Je sentais que j'étais mal. Tout ça, c'est de la détresse à l'état pur. On ne peut pas mieux faire. Un bus
vide et inutile, garé là, une table vide, des immeubles en ruine. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je faisais là, moi? Je crois qu'aucun d'eux ne m'a vu en train de les photographier. Aucun. En fait, quand je suis rentré à Paris, j'ai fini par aller voir un médecin. Et la douleur que je ressentais, c'était en fait le cancer. Vous avez un petit cancer, il m'a dit. Alors j'ai sorti une cigarette, tout à fait normale, et je lui ai dit, est-ce que je peux fumer une petite cigarette? Il m'a dit oui. Et j'ai des amis qui ont commencé à défiler à la maison, notamment une femme qui s'appelle Francine, à qui j'envoyais des mails de temps en temps depuis la Turquie. Et donc Francine me dit, mais ces photos de Turquie, tu me les as toutes décrites, mais je ne les ai jamais vues. J'aimerais bien que tu me les montres. Et ça a été le début d'une nouvelle aventure que j'ai finalement appelée Lettre à Francine. Fouad! Je suis jamais venu ici. Et ben voilà, l'atelier. Avant, c'était quoi? Ben, ça a été l'appartement familial au départ. Ah, c'est ça? Et puis c'est. Donc, tu dormais là-haut? Je dormais là-haut. C'est-à-dire que j'avais vue plongeante sur le travail de mon père. Mais ça, c'est lui, jeune. Qui a pris Même la pas photo? Lui. Alors je vais enlever peut-être ça. Tu veux garder ton écharpe? Tu te souviens, t'avais dit que t'aimais pas, pourquoi on t'a pas dit de l'enlever? Bon, on va les oublier parce qu'ils sont insupportables. Bon. Qu'est-ce que t'as dit? Je trouve pas. Toi, tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés? Eh ben non. Je me souviens par contre de ce que je ressentais en voyant les premières photos que tu as apportées à l'agence. À la différence d'un photojournaliste qui va aller photographier la guerre, toi, la guerre s'est invitée dans ta vie. Ah, c'est vrai. C'est ça, hein? Et tout d'un coup, tu as pris des photos parce que la guerre s'invitait dans ta vie. Et ce qui est formidable avec ton pays, c'est que c'est quand même, il fournit en permanence des catastrophes monumentales auxquelles on comprend pas grand-chose. Et que grâce à toi, j'avais pas l'impression de comprendre l'histoire du Liban, ce qui se passait au Liban, mais d'essayer d'éclaircir quelque chose quand même dans cette histoire impossible qui est racontée en permanence, quoi. Tu sais, ce film, La Lettre à Francine, je ne l'aurais jamais fait sans toi. Tu m'as bousculé à une époque où j'étais pas censé être bousculé. Je me disais, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va parler de sa maladie, on va être très ému et tout ça. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qu'on sait faire ensemble, c'est travailler. Il est allé en Turquie. Tout ce qu'on avait échangé, je savais que tu les avais là et qu'il y avait peut-être quelque chose à en faire. Me voilà sur les routes de Turquie. Le résultat est à la mesure de mes espérances. Les paysages sont de toute beauté. Francine, si tu voyais le dernier hôtel où j'ai passé la nuit, un seul étage, la neige dehors, il fait déjà nuit quand je pousse la porte. À mon grand soulagement, un jeune homme timide apparaît, guitare à la main. Je lui demande une chambre à l'étage. Il n'y a ni salle de bain, ni chauffage. Dans un sursaut d'espoir, je demande une seconde couverture. Il n'a plus rien à m'offrir. Il improvise un morceau de musique sur sa guitare. En retour, je l'initie aux joies de l'informatique sur mon ordinateur portable. J'ai fini par dormir tout habillé, sans prendre de douche. Je t'ai fait écouter ça? Qu'est-ce qu'il y a là? Je crève d'envie de voir. C'est mon bureau. Alors, ça, c'est Clémentine. La merveilleuse. Non, mais reste assise. C'est de là où je... Bah, vaut mieux que ce soit maman, non? J'adore quand vous parlez tous les deux. Voilà. Ça, c'est pas Giacometti. Ça, c'est Giacometti dans son atelier. Oui. Et pour moi, c'est un homme d'une beauté absolue. Tu te souviens de la première fois que tu as vu de Fouad, toi? Ah bah, je l'ai connu par toi. Le soir, tu rentrais et tu racontais toutes les aventures avec Fouad, de la photographie, des difficultés, parce que t'es quand même un personnage pas simple. C'est-à-dire que dans le sens... Oui, tu vois, moi, je me vois pas du tout comme ça. Oui, là,
témoigner, et là je peux trouver une liste de témoins. Non, il n'y a aucun doute, tu es la personne la moins simple qui m'a été donnée de croiser. Voilà. Ah bon? Parce que tu avais une manière de conduire ta vie de façon incroyablement poétique. Et politique aussi, d'ailleurs. Même si tu dis, je ne sais pas ce qu'est un artiste, etc. Et toi. Et tu as cru 5 minutes les trucs qu'il a racontés? Pas vraiment. Il y avait chez Fouad, moi, quelque chose, si on est devenus amis, c'est que t'es quelqu'un qui aime beaucoup rire. Ouais. T'es pas... Je veux dire, t'es contre l'esprit de sérieux. Mais c'est toi qui m'as appris que la tragédie, c'était en fait une comédie. Non. C'est vrai. T'as été guéri de ton cancer, enfin, Oui, de oui. guéri. Et à la fin, il me dit, j'ai écrit une lettre de remerciement à la sécurité sociale. Et je trouve ça absolument formidable. Mais je pense que tu es la seule lettre reçue par la sécurité sociale, la seule lettre de remerciement reçue par la sécurité sociale. Mais c'est toi qui es dans le vrai, ça y a pas de... J'avais oublié cet épisode. C'est fou ce qu'on trouve sur une planche contact, c'est l'intégralité du film. C'est magnifique. Que de photos on ne voit pas au moment où arrive la planche contact. Je suis sûr que le jour où elle est arrivée, j'ai sélectionné cette photo, par exemple. Aujourd'hui, je la trouve sans intérêt. Et celle-là que j'ai pas sélectionnée, elle est magnifique. Regarde, il y a des choses fantastiques. C'est en même temps beau et triste à la fois. En fait, je pourrais passer les prochaines années juste à regarder ces planches contact à nouveau. Ok, le film est terminé. Merci. T'as rien oublié, Fouad? À dire? Oui. J'ai des millions de choses à dire, mais bon, il faut mettre un terme. T'auras pas de regrets? Si, plein. Ben, je suis jamais satisfait. J'ai l'impression qu'on est passé à côté de tout ce qu'il fallait. Qu'on a trop parlé, qu'on n'a pas assez de plans où je rêve, où je pense. Bon. Peut-être au Liban. Voilà. C'est là où je me suis réfugié après l'explosion du 4 août. Une maison d'autant plus belle qu'elle est cachée par la nature. Je vis à la montagne, dans un endroit splendide. Je pense que je me demandais comment allait être structuré ce film. C'est dur quand même de résumer une vie entière passée à prendre des photos. Et puis si jamais ce film se fait, je serais contente de voir quelques images de cet endroit que j'aime tellement.